Simonouk. Chapitre 5. L'Aksarnite. Andy Kakarok court en direction du bureau de police. Dans sa hâte, il trébuche à plusieurs reprises. Il y a 3 minutes, alors qu'il effectue sa ronde quotidienne au cours de laquelle il vérifie que le gel n'a pas obstrué les évents des cuves de carburant, il vient de découvrir un jeune homme raidi par la mort et le froid, pendu au bout d'une corde, à une marche des escaliers métalliques. Andy a immédiatement reconnu celui qui s'est donné la mort. C'est Zakaria, le fils de Toulmak Pahalouk, qui habite à 3 maisons de la sienne. Voilà que la malédiction frappe à nouveau. Depuis le début de l'année, il est le 4e garçon de Pandinlet contraint d'abandonner la vie. Il n'est pas un seul hameau dans les territoires du nord-est canadien qui échappe à cette fatalité morbide que rien ne semble pouvoir enrayer. Dans la maison de Toulmak, tous dorment encore lorsqu'un agent de la garde royale frappe à la porte pour annoncer le drame. À l'instant précis où l'uniforme lui apparaît, Kiki comprend que la vie de sa famille vient de basculer dans le vide. Tout juste extraite du sommeil, elle reçoit les mots blancs que l'homme prononce et son sang se retire. Avec la fulgurance d'un gaz toxique qui recouvrirait soudain le village, l'affreuse nouvelle gagne chaque foyer, rappelant à qui voudrait l'oublier que malgré les mouvements que l'on fait pour rétablir l'équilibre perdu, il n'existe aucune chance au peuple vaincu de se soustraire à sa chute. Ce matin, c'est toute la communauté qui pend au bout d'une corde. Il va falloir pourtant que chacun trouve le courage de mettre un pas devant l'autre dans cette atmosphère saturée de désespoir. Les jeunes Inuits marchent dans le vide et tombent un à un comme les jeunes soldats d'une guerre insidieuse, placés en première ligne et fauchés par la mitraille d'un ennemi transparent. Comment pourraient-ils regarder dans les yeux un avenir qui ne leur propose d'autre place que celle du wagon de 3e classe, celui des sauvages, mal blanchis? Anayok est foudroyé. À la souffrance causée par la disparition de Zakaria s'ajoute celle qui lui vient d'un doute cruel. Aurait-il choisi le moment symbolique de son retour si bien fêté pour jeter à ses pieds glorieux la dépouille de son destin raté? A-t-il voulu, au travers de cet acte ultime, lui faire payer le prix de son intégration réussie? Au cours de leur histoire, malgré l'affection qu'elle lui avait portée, elle avait assisté à sa lente noyade à mesure qu'elle se débattait pour nager. Sa tendresse n'avait pas suffi pour alléger l'apathie du petit frère qu'elle avait chéri. Alors, si c'est là le message qu'il a voulu lui laisser, le malheur gonfle encore et se transforme en atrocité. Maintenant que cette pensée lui est venue, Anayok lutte pour la chasser loin de son esprit. Elle s'en veut d'avoir inventé une aussi sale pensée. Son frère, elle en est sûre au fond d'elle, avait atteint la limite du supportable. Rien d'autre. Elle avait patienté pour la revoir. Il lui fallait la présence de sa sœur pour disparaître. Elle ne sait pas s'il avait dû faire preuve de courage au moment de se jeter des marches ou si l'urgence à sortir de son cauchemar l'avait poussé comme s'il devait s'envoler. Peut-être que le temps de sa vie fut celui d'un mort et que maintenant qu'il avait poussé la porte, il se trouvait enfin chez les vivants. C'est cela qu'elle espère. Elle n'a préparé ni lieu ni conditions imaginaires pour les âmes et pour les corps qui s'en vont. Et lorsqu'elle est venue au monde, les croyances de son peuple étaient dissoutes à tout jamais. Ici, on n'aborde pas le sujet de l'après. On est perdu quelque part entre le besoin immédiat de manger, de se vêtir, d'avoir chaud, et l'espoir de voir le train de l'opulence s'arrêter pour qu'on y monte un peu. Pour voir. Mais ce serait juste un tour. On est né trop tard, ou peut-être trop tôt pour s'y asseoir. Il fait si froid le jour de l'enterrement de Zakaria que la tristesse s'est répandue dans l'air et qu'elle a gelé. Gelées aussi sont les larmes des Netflix rassemblés, immobiles et silencieux sur le carré blanc du cimetière. Le blizzard balaye la terre où repose à nouveau un garçon que la vie a empoisonné au lieu de lui ouvrir les bras. Quelques jours plus tard, Anayok vient rendre visite à son grand-oncle. En lui ouvrant la porte, un soupir douloureux soulève la poitrine du vieil homme lorsqu'il rencontre le visage ravagé de la jeune Inuk,
Ses yeux d'ordinaire si malicieux ont perdu leur éclat vif-argent. Ils appellent au secours. Simanuk l'accueille maladroitement dans ses bras. Il perçoit les battements affolés de son cœur et pense à ces oiseaux épuisés par la tempête qu'il a parfois réchauffés sur la peau de son ventre. À la manière dont elle s'abandonne, il comprend qu'elle a perdu la force d'avancer. L'énergie l'a quittée. Plus rien ne la porte. Les sanglots d'Anayok contiennent la douleur d'une double disparition. Celle d'un frère et celle du naufrage de son petit peuple. Dans la génération qui a poussé en même temps qu'elle, nombreux sont ceux qui ont renoncé à l'espoir d'échapper à la déchéance. Ils ont cessé de marcher, lassés de sentir la terre se dérober sous chacun de leurs pas. Ils sont jeunes sans pouvoir l'être vraiment. Le vieil homme ne connaît qu'un remède capable de suspendre le désespoir. Il faut fermer la porte et sortir, car la force habite hors des murs. On doit s'enfoncer dans l'immense, se laisser avaler par la beauté, s'emplir du silence, sortir des labyrinthes, se laver de tout. Déliant leur étreinte, leurs regards se rencontrent. Les larmes ont noyé leurs yeux. « Il faut alléger ton cœur, dit-il en ouvrant son bras en direction de la fenêtre aux vitres sales. Il faut aller courir avec les chiens sur la banquise. Ça va laver ton chagrin. Un peu. Il faut me croire. Je t'emmène. » La jeune femme doit se moucher. « Je n'ai pas la force. La force va venir avec nous. Je dois rester auprès de maman. On ne partira pas longtemps. Viens, je prépare tout. Viens demain. » Merci de m'aider. Je viendrai. Je voudrais dormir dans un petit igloo. On le construira tous les deux. Ce sera ton cadeau. Jamais Anayok n'était parti si loin de la côte, si longtemps non plus. Le traîneau fraye son chemin sur la banquise dans le sud de l'île Bylot. Oka, la chienne blanche, a senti qu'Anayok a besoin de tendresse. Depuis ce matin, lorsqu'on arrête le traîneau, elle vient se coller à elle, cherche le contact à grands coups de museau, plonge ses yeux profonds, obliques, bordés de noir, dans les siens. Ce n'est pas une attitude courante chez ce genre de chiens. Ils sont rustiques et durs au mal. Il leur reste une bonne part de loup. C'est une journée sans vent. Le ciel hésite sur la couleur qu'il va choisir. Il ne fait pas si froid. Dès que la consistance de la neige permet d'en tirer le meilleur, la jeune femme et le vieil homme lancent la construction de l'igloo. À l'aide de son long couteau, Simanuk entaille la neige pour en dégager les morceaux qu'il déplace ensuite à 4 mains. Les voilà bientôt au milieu du premier rang de blocs lorsque le ciel se dégage. Apparaissant entre les déchirures des nuages, le soleil arrose de vieil or les choses et les êtres. Les chiens, la neige et Simanuk sont recouverts d'or. Le grand souffle sauvage l'enivre. Elle se laisse envelopper par la beauté. Elle prend plaisir à se voir plantée là, au centre de sa maison d'une nuit. Elle pense, quand la viande est occupée, il y a moins de place pour le chagrin. Elle sourit aux inconscientes grimaces d'effort qui tordent le visage du bâtisseur. Elle sourit aussi lorsqu'il marmonne. Enfin, debout dans l'arche, ils amènent la clé de voûte qu'il faut glisser en biais, puis que l'on replace pour fermer. Anayok et Simanuk ont un abri sûr, l'œuf des Inuits. Le jour décline vite et la température baisse. On installe les pots, la lampe à huile et quelques ustensiles. Vient le moment de s'installer pour manger les bonnes choses fraîches et crues qui redonnent des forces. Anayok aimerait qu'Oka dorme à ses côtés. En plus de sa chaleur, dit-elle, sa présence l'apaise. Bien qu'il sache qu'il accédera à sa requête, Simanuk argue que l'on n'invite jamais les chiens dans l'igloo, sauf s'ils sont blessés, que cette faveur est mal acceptée par les autres et que cela se paye le lendemain. « Tu m'as dit que l'igloo serait mon cadeau. » Alors qu'on la conduit devant le petit sas d'entrée, la belle chienne blanche interroge du regard son maître. Celui-ci, d'un geste faussement ravi, lui indique le chemin de l'hôtel.
Ils sont allongés tous les trois côte à côte sur une peau d'ours et sont couverts de l'épaisse toison de caribou. Oka enfouit son museau sous l'aisselle d'un ayoc qui lui caresse le flanc. La chaleur et l'innocente tendresse d'Oka apaisent un peu son cœur. Pourtant, l'ombre de l'absence implacable vient à nouveau assombrir ses pensées. Pour quelle raison petit grand-père ne s'est-il pas intéressé à Zach comme il l'a fait pour elle? Elle s'est déjà posé cette question. S'il l'avait fait, Zach aurait trouvé un endroit solide pour commencer son existence. Il ne serait pas mort à l'heure qu'il est. Les injustices s'installent où elles veulent, chacun s'arrange comme il le peut avec la vie. Elle ne lui demandera rien. Cela ne change pas l'histoire. Alors, elle pleure en silence les larmes de sa chance et de sa malchance mélangées. Sihanouk a senti la vague de chagrin qui submerge la jeune femme. Il se tourne vers elle et lui dit « Prends ma main, petit Anayoc. Je vais te raconter la vie d'avant. » Petit grand-père deviendrait-il bavard? La main du vieil oncle est lisse sur le dessus. La paume est râpeuse et dure. Oka s'étire et bâille en lâchant un gémissement aigu. Puis elle cale son museau sur l'épaule d'Anayoc. Sihanouk laisse passer un temps avant de se lancer. Puis il commence son récit. L'été, on habitait sur la terre, la toundra. C'est le temps des saumons, des milliers qu'on piquait au harpon. Quelques jours avant la fin de l'été, les hommes vérifiaient la solidité des amas de pierre où on cachait, à l'abri des loups et des ours, les tas de poissons qu'on avait pêchés. L'été suivant, on allait se régaler. Toute la bande s'activait au rangement du camp. On pliait, on roulait. On attachait solidement le barda en baluchon qu'on portait sur le dos. C'était lourd tout ça. Même les chiens portaient des charges sur leurs flancs. Après beaucoup d'efforts, on rejoignait les traîneaux qui nous attendaient à la côte. La mer avait déjà gelé depuis la moitié d'une lune. La glace était bien solide. Bien solide. Alors, on quittait l'herbe et les rivières pour entrer dans la neige et la glace. Tous bien au chaud sous nos pelisses d'hiver, à grandes capuches, nos pantalons en peau d'ours et nos kamiks. C'est ça qu'on faisait. On partait au loin sur la banquise. On partait quand les jours ont encore un peu de longueur. Le départ se faisait à la petite nuit, sous la lune. On arrivait dans l'après-midi. Comme j'avais froid au visage, mon père sortait parfois les mains de ses moufles et les posait sur mes joues, sur mon petit nez glacé. La construction des igloos commençait dès qu'on avait atteint le bon coin des phoques. Allez, tout le monde au travail, hommes, femmes et enfants. On en construisait 6, parfois 5, parfois 7. Ça dépend du nombre de familles. Les igloos, on les disposait en cercle. En cercle? Pourquoi? Pourquoi? Tu vas voir. Dans ce temps-là, la bande comptait bien 8 enfants. On installait la lampe à huile sur un petit bloc de neige avant tout le reste. Quelque temps plus tard, on aurait dit qu'on habitait là depuis toujours. C'est comme ça que c'était. Dès le lendemain, les hommes et les chiens partaient aux phoques. Je restais dans le campement avec les autres enfants, les femmes et les vieillards et les chiots. Ah hé, Moumilak, ma mère, elle était belle. Belle comme toi. Je lui tenais la main aussi. Je me souviens de Toulmak aussi, toute mignonne, toute petite, debout dans le grand capuchon de Moumilak. Il y avait le jeu de l'aveugle, le jeu du pied levé, la yarak, le jeu de la ficelle, et plein d'autres encore. Les femmes chantaient souvent. Nous, les enfants, on apprenait les chansons. Les petits-enfants et les chiots, on pouvait faire toutes les bêtises qu'on voulait. Il n'y avait que le rire qui finissait par les arrêter. Les adultes avaient de la patience. On ne comptait pas le temps. L'hiver est long. Jamais une mère ne criait comme on entend aujourd'hui, ou jamais elle ne punissait. Tu ne t'ennuyais pas? M'ennuyer? Pourquoi m'ennuyer? Je rêvais. L'hiver, on dort beaucoup.
Avec les autres gosses, on attelait les chiots à de tout petits traîneaux qu'on fabriquait avec ce qu'on trouvait dans le campement. On faisait la bagarre. Grand-mère connaissait toutes les histoires qui existent. Des histoires magiques ou qui font peur. Elle avait les dents toutes usées à force d'assouplir des peaux pendant la vie entière. Les femmes taillaient les peaux avec leur houlou. Il fallait coudre serré. Très serré. Il faut pas que le froid et l'eau rentrent. C'est comme ça qu'il faut faire, avec du nerf de caribou. Il est fin, très résistant. C'est surtout ça que les femmes faisaient. Coudre. Elles cousaient beaucoup. Et pendant ce temps-là, grand-mère racontait. Parfois, elle était drôle. Elle chantonnait tout bas en regardant ses pieds. Rien que ses pieds qui bougent. Et les hommes? À la chasse, les hommes. Les chiens, c'est eux qui trouvent les trous de respiration des phoques. Après, on les place assez loin et ils ont intérêt à se taire. Ils savent qu'ils peuvent revenir quand le phoque est sorti. C'est ça les bons chiens. Oui. Dès que j'ai été en âge, que je pouvais rester bien silencieux et tranquille, je suis parti chasser avec mon père et les autres hommes. Ah, j'étais fier. J'ai tué mon premier phoque. Mon tout premier. Quand on trouve le trou, on enfonce un nerf bien dur pour connaître sa forme. Pour piquer le harpon dans la bonne direction. Pour ne pas perdre le phoque. Jamais. Après, il faut dégager la neige et la petite purée de glace qui bouche le trou. Mais il faut remettre juste un peu de neige, sinon le phoque ne viendra pas. Il se méfie. Alors après, on enlève ses moufles et dans sa besace, on prend la petite bourre toute légère des duvets d'Eider. On sort aussi le tibic, qui ressemble un peu à une patte d'oiseau. Avec un petit peu de salive qui gèle, le chasseur colle 2 petits brins de duvet. Il les colle au bout du tibic. C'est ça qu'on plante au milieu du trou des petits phoques. C'est un travail délicat. C'est mieux quand il n'y a pas de vent. S'il y a du vent, il faut construire un petit mur avec son couteau. Quand le phoque souffle, le duvet tremble. Mais ça prend du temps. Il faut la patience. On attend. On est un peu penché en avant. On ne bouge pas. C'est ça la patience. Mon père, il disait « Dépêche-toi, petit phoque, avant que je gèle ». Il disait toujours ça, mais à voix basse pour ne pas effrayer le phoque. Dès que le duvet tremble, il faut saisir le harpon et piquer bien dans l'axe du trou. La partie qui s'en va du harpon reste plantée dans le petit phoque. Il est pris. On n'a plus qu'à agrandir vite le trou et tirer sur la corde pour le sortir. C'est lourd. Aïe! Le chasseur tombe parfois sur son cul. Le phoque ne se laisse pas toujours faire. Il résiste. Il veut vivre encore. Mais il meurt. Finalement, on arrive toujours à le sortir. Voilà comment Nehemuk, le père de ta mère, chassait les phoques. Les carabines sont venues peu à peu. Souvent, les chasseurs ramenaient beaucoup de phoques, 5 ou même 6. Quand ils rentraient, c'était la fête. Le jour suivant la première chasse, tout le monde participait à la construction du grand igloo. Un grand igloo? Oui, très grand. Il y avait assez de bonne viande pour tenir quelques jours. La bande pouvait manger beaucoup pendant plusieurs jours. La vie était belle. C'est là que tu vas comprendre le coup du cercle. Tu vas comprendre. Tout le monde travaillait. Même grand-mère sortait pour voir ça. Le grand igloo était si grand qu'il mangeait une partie de chaque petit igloo. Quand il était terminé, les habitants des petits igloos perçaient la partie de leur mur qui dépassait à l'intérieur. Ça faisait des chambres tout autour, comme des nids. C'était grand. C'est là qu'on découpait les phoques. Chacun se servait. On aimait beaucoup manger. On avait la bouche et les doigts bien gras. On riait aussi beaucoup. On disait des blagues. On aimait rire. Fallait entendre les rires. Chacun mangeait autant qu'il voulait, autant qu'il pouvait. On se gavait de bonne chair et de bon gras. On rôtait. Les estomacs bien remplis, les adultes se préparaient à jouer.
Avant de commencer, chacun déposait un cadeau sur une étagère de neige. Des pointes de harpon, des aiguilles, des hameçons, des outils. Il faisait ça. Le gagnant pouvait choisir le cadeau qui lui plaisait. Chaque jeu trouvait son gagnant. En premier, on tendait un nerf entre la voûte de l'igloo et le sol. Au milieu du nerf, on coiffait un bout d'os rond avec un petit trou dedans. Les joueurs se regroupaient en cercle. Ils tenaient une baguette taillée en pointe. Tous ensemble, en criant beaucoup, en riant beaucoup, ils essayaient de piquer la pointe de leur baguette dans le petit trou. C'est très difficile. Il faut de la chance, parce que tous les coups de baguette font tourner l'os en tous sens. Tout à coup, ça y est, il ne bouge plus. Piqué. Il est pris. Ces soirs-là, on avait beaucoup de goût à vivre. Et tous riaient beaucoup, ouais. C'était la fête. Ça donne envie. Si Manouk est satisfait, il réussit comme il le souhaite à faire oublier un moment le chagrin de la petite. Il n'a jamais autant parlé. Et le jeu de la grande bouche, tu le connais? La grande bouche? Eh non, c'est comment? Celui-là, c'est un jeu de force, mais qui fait rire. Un jeu de force avec la bouche? La bouche et les doigts. Regarde ça. 2 hommes se placent côte à côte. Chacun entoure le cou de l'autre avec son bras. Avec l'index, on croche la bouche de l'autre et on tire. Chacun tire fort. Fort, fort. Les bouches arrivent presque jusqu'à l'oreille. Il y en a toujours un qui perd. L'igloo est rempli de rire. Ça fait mal à la bouche aussi quand tu ris longtemps. Aïe, ah. Les chiots donnaient du rire aussi. Ils rentrent dans la maison. Il faut leur apprendre que c'est non. Pas possible. Tu le mets dehors, il rentre aussitôt. Tu le sors, il rentre. Dès qu'il rentre, tout le monde rit. On rit à chaque fois. J'aurais aimé être une enfant ce temps-là. Les enfants, ils étaient bien. Les adultes passaient beaucoup de temps avec eux. Ils étaient très tendres. C'était peau contre peau. Quelle est la plus heureuse? Ton enfance ou la mienne? Je crois que ton enfance est plus heureuse que la mienne. Anayok, mon enfance c'était mauvais quand tout ça s'est arrêté. Ma vie d'enfant est dure, mais ma famille est libre comme la famille des loups. On va où on veut aller. On n'est obligé à rien, c'est ça. Un rêve traverse le sommeil d'Oka. Elle émet un couinement délicat tandis que ses pattes se mettent brièvement en mouvement. Tout petit, j'ai connu la faim. Rien à manger. Des petits sont morts. Zach aussi est mort, mais pas de faim. Un silence se mêle à la nuit de l'igloo. Quand ton frère reviendra, il sera un grand chasseur fier de nourrir les siens. Faudra encore attendre 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un seul jour dans le gros ventre. Anayok voit s'animer quelque temps la silhouette de son frère s'éloignant d'un pas tranquille sur la piste blanche de la Voie lactée. Arrêtant sa marche, Zacharia, pâle comme la lune, se retourne vers elle en lui adressant un sourire apaisant. Comme s'il assistait lui aussi à ce film étrange, si Manouk s'est tue. Sa voix rauque s'est perdue dans le silence. Mon enfance était heureuse parce qu'on était ensemble. Ça nous rendait forts. Les problèmes de la vie, on les réglait nous-mêmes. Tu crois qu'on l'a perdu, la force? Jamais rester au même endroit, ça rend malin. Ça rend fier de nous. Certains ne savent plus rien faire par eux-mêmes. Zacharia est mort parce qu'il ne savait pas à quoi servir. Toi, tu as su trouver. Je me demande si on redeviendra fort un jour. La force, elle descend du ciel. Elle vient du ciel. C'est comme ça que c'est. Le ciel, tu parles toujours du ciel. Mais pour les gens de mon temps, c'est plutôt la misère qui tombe du ciel. Maintenant qu'on est faible, il vaut mieux pour nous qu'on suive le mouvement des plus forts. Toi, tu dis que tu veux tuer ce Larry Jeb, mais cela ne changera rien à la marche du monde. Il faut quand même le tuer. Oui, il faut qu'il meure. Les Kalunates, ils inventent toutes ces machines pour remplacer ce qui est déjà là. Ce qui est là, ça leur fait honte.
Tu sais, petit grand-père, Zach est mort, et le monde entier s'en fiche. Si tu arrivais à tuer ce puissant Kaluna, d'autres aussi puissants se lèveraient aussitôt pour continuer son œuvre. Les Blancs Rosés répètent souvent cette phrase. On n'arrête pas le progrès. Soudain, Oka dresse l'oreille. La voilà sur ses pattes. Qu'a-t-elle entendu? Elle disparaît aussitôt dans le tunnel de neige. Les deux habitants de l'igloo entendent les premières notes du concert des chiens. Un concert de ululements sous les étoiles. Oka veut en être. Anayok questionne le chasseur. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est un ours, ou si c'est la banquise qui craque, ils aboient. Là, ils chantent. Puis il se lève alors et enfile sa pelisse. J'ai envie de pisser. Quelques instants plus tard, Simanouk appelle. Anayok, viens voir. Je ne sors pas. Tu ne regretteras pas de sortir. Viens voir, petite mère. Non, j'ai bien chaud sous la couverture. Habille-toi. Viens. Obéissante au ton impérieux, elle emprunte à quatre pattes les trois boyaux du petit igloo. Lorsqu'elle émerge au grand air, elle est cueillie par une féerie de lumière mouvante. Ce qu'elle contemple soudain, le souffle coupé, cette splendeur phosphorescente verte et dorée, c'est la Xarnite, la grande aurore boréale. Elle n'en a jamais contemplé de semblable. Celle-ci remplit la voûte céleste jusqu'au cercle parfait de l'horizon. À part les chiens, l'igloo et les deux humains, aucun relief ne permet de mesurer les proportions de ce paysage total. Autour d'eux, il n'y a rien. Pourtant, toute la puissance de l'univers est réunie dans la lumière saturée de couleurs qui pulse au flanc des draperies évanescentes. À part les chiens, l'igloo et les deux humains, aucun relief ne permet de mesurer les proportions de ce paysage total. Autour d'eux, il n'y a rien. Pourtant, toute la puissance de l'univers est réunie dans la lumière saturée de couleurs qui pulse au flanc des draperies évanescentes. Avec grâce et fulgurance, les ondulations se déroulent, disparaissent et renaissent simultanément aux quatre coins de l'espace. Plantée sur ses deux pieds, microscopique au sein de l'infini, elle laisse son cœur se gorger d'absolu. Ce ne sont plus ses muscles ni ses os qui la portent, mais l'émerveillement. Le vieil homme se tient à quelques pas d'elle, tout illumineux de vert, alors qu'il était couvert d'or avant l'arrivée de la nuit. À lui non plus, il n'a jamais été donné de vivre un Axarnite aussi gigantesque. Simanouk a posé ses mains sur ses genoux et lève son visage tout ridé vers le maelstrom lumineux. Calme et silencieux, il interprète cet extraordinaire déploiement d'énergie comme la légitime parade de Scylla avant qu'il terrasse le vaniteux blanc rosé. Tout ce vent respiré, tout ce blanc, toutes ces beautés simples et puissantes qui la baignent, il l'approuve depuis son départ du village, mais aussi toutes les fatigues accumulées depuis la disparition de Zakaria, ont transformé Anayok en un être poreux. C'est une autre femme qui se présente au cœur de cette nuit, sous l'emprise absolue de l'Axarnite. Soudain, consciente de sa proportion microscopique, Anayok échappe pour un temps à sa condition d'être charnel. Parfaitement immobile, elle se tient sur ses pieds joints, les bras légèrement décollés des hanches. Sa silhouette gracieuse et verticale évoque l'oiseau sur le point de l'envol. Au centre de son visage lunaire, les paupières fendues laissent passer un regard intense qui traverse les profondeurs du ciel. Les chiens sont tournés vers elle, fixant intensément la jeune humaine, soudain emportée dans un voyage absolu. Alors que le corps d'Anayok est pétrifié, sa conscience atteint la pureté de l'air. La dernière note claire du concert des chiens marque l'atterrissage de cette séquence initiatique aussi brève qu'intense. Anayok se sent à la fois plus dense et plus légère, remplie de la force du ciel. Elle replie ses bras comme l'oie sauvage qui se pose et porte son regard vers le vieil Inuk. La confiance s'éprouve essentiellement par les yeux, et plus aucune parole ne s'échangera avant le lever du jour. Le sommeil les appelle par la petite bouche du cocon de neige.
Alors que s'atténuent les spasmes lumineux de l'axarnite, se dévoilent une à une les millions d'étoiles d'or déposées sur le noir infini du firmament. Oka choisit de ne pas rejoindre les humains. Elle s'est installée entre les corchos de la meute.